jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. On repart pour la seconde partie du podcast de notre invité Philippe Corot, cofondateur de Miracle. On retrouve donc notre ami Olivier Mathieu. Olivier, je te propose de lancer cette deuxième partie. Écoute, ravi de poursuivre l'histoire de Miracle à travers aussi l'expérience de l'homme Philippe Corot. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi l'exemple que tu peux donner à des futurs jeunes entrepreneurs et donc de comprendre aussi un peu quels sont les ressorts de la réussite, quels sont aussi les ressorts plus personnels. Est-ce que, par exemple, je commence par une question, mais souvent Thomas la complète par un point de vue plus philosophique, donc je t'attends au tournant, Thomas. Non, mais est-ce que tu penses que tu es né entrepreneur? Je sais que Miracle n'était pas ta première entreprise. Est-ce que c'était une vocation ultime que tu avais même avant d'être adulte, peut-être enfant ou adolescent? Alors, moi, je viens d'une famille de commerçants et les commerçants sont des entrepreneurs, puisque souvent ils créent leur entreprise qui est un commerce. Donc, j'ai souvent eu ce modèle-là quand même d'entrepreneur. Après, moi, j'ai monté ma première boîte, pas tellement par choix, mais par obligation. Donc, je suis rentré. Ça veut dire quoi? Il fallait que je travaille. Et n'ayant pas de diplôme et pas de savoir-faire spécifique, à part celui de coder et de développer des sites internet, j'ai décidé de proposer ces services-là à des entreprises. Et où est-ce que tu avais appris? Comment est-ce que tu es arrivé à cette passion informatique? Écoute, j'ai toujours eu depuis mes souvenirs, j'ai toujours eu un ordinateur à portée de main. Donc ça a commencé avec un Apple II, après un Commodore 64, un Atari 520 ST. J'ai toujours eu un ordinateur à portée de main. Il y a deux choses qui me passionnaient, c'était le dessin et l'informatique. Pas l'école, donc. Pas l'école, non. Non, mais c'est intéressant. On voit beaucoup d'entrepreneurs, notamment du Next 40, issus de grandes et brillantes écoles. D'ailleurs, ce sont des étudiants qui ont été brillants eux-mêmes. C'est intéressant, je trouve, de montrer que tu peux être autodidacte et par la force du travail et de l'envie, arriver à des réussites comme la tienne. Oui, alors effectivement. Et c'est pas de la flagornerie. Non, mais je vous dis, c'est agréable votre podcast. Mais donc non, j'ai pas de diplôme, j'ai pas fait d'études. Je suis parti j'ai démarré ma première boîte sans moyens, en juste proposant des services de développement de sites internet à des entreprises. Et effectivement, je pense que le point commun à tous les entrepreneurs, c'est pas les diplômes, c'est la passion. Et ça, c'est un élément qui est important. Moi, j'étais passionné d'informatique. J'étais passionné d'innovation. Donc, l'innovation, c'est un mot dans lequel on peut mettre beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est de voir tous ces outils qui changent notre société, notre mode de vie. Ça me passionne, ça me fascine. Et c'est comme ça depuis que je suis tout petit. Donc, voilà, j'en ai fait mon métier. Et j'ai eu la chance de pouvoir en faire mon métier. Tu étais parisien à l'origine ou pas? Oui, enfin, Paris, région parisienne, banlieue. D'accord. Cette boîte, t'en as fait quoi? Parce que tu n'y es plus. Ma première boîte, ouais. Je l'ai vendue. Donc c'est une boîte qui s'appelle Kerus, que j'ai créée avec mon meilleur ami à l'époque qui s'appelle Michael Ziegler, et on a vendu cette boîte en 2000 au moment de ce qu'on appelait à l'époque la première bulle internet. Mais Kerus, c'est une boîte qui existe toujours puisque c'est un de nos partenaires aujourd'hui chez Miracle. Donc c'est marrant de continuer à travailler avec Kerus. Et c'est une boîte que j'ai vendue à un groupe qui s'appelle Projiware, qui avait été créé en 94 ou 95 par un monsieur qui s'appelle Eric Cohen et qui dirige toujours cette boîte. Au moment où tu vends, tu sais déjà que tu vas partir sur Miracle, tu as d'autres projets qui vont être avortés, qui partent à la poubelle, Alors non, puisque Miracle, c'est ma quatrième boîte et Kerus, c'était ma première boîte. Donc il y en a eu deux autres entre les deux, et il y a eu un autre projet, enfin des projets avortés, il y en a eu plusieurs parce que des idées, tout le monde en a. Après, ce qui est compliqué, c'est de les mettre en œuvre. On en a tous des idées de projets, de sites, d'outils, de software. Et à quel moment tu dis là, on avorte, on s'arrête là? Parfois par des rencontres, par des contraintes, par des clients ratés, par un manque de conviction sur certaines choses. C'est un ensemble de choses. Et puis parfois aussi, on se trompe. Évidemment, tout le monde se trompe. Et faut pas. Je me suis trompé. Il y a des projets que j'ai arrêtés, que j'aurais dû continuer. Il y en a d'autres que j'ai fait. J'aurais peut-être pas dû y passer trop de temps.
Voilà, mais je pense qu'il faut garder toujours l'envie en fait d'entreprendre et la passion. Il faut pas se décourager. Ça c'est un point fort. Faut aussi être entouré. J'insiste là-dessus. Les équipes, la famille, c'est très important. Sa femme évidemment, c'est important. Et il faut être soutenu en fait. C'est important. Et je parle pas financièrement, hein, parce que moi j'ai démarré sans argent, mais il faut être soutenu. Il faut quand on croit à certaines choses auxquelles les autres ne croient pas, quand on parle d'innovation ou de challenge, bah c'est bien d'avoir quelqu'un qui dit mais oui t'as raison. Voilà, donc je pense qu'il faut être soutenu. Moi j'ai eu la chance encore une fois d'avoir des associés exceptionnels. Michael Ziegler avec qui j'étais associé sur mes 3 premières entreprises. C'était mon meilleur ami, c'est toujours mon meilleur ami. Adrian Nussenbaum, avec qui j'étais associé sur 2 entreprises, bah ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, qu'on se parle quasiment tous les jours, avec toujours autant de plaisir. Donc voilà, c'est aussi une aventure. Et autre point, excuse-moi, j'insiste, c'est un point qui est très important, et c'est mon cas, et c'est une grande chance, mais c'est aussi un impératif. Il faut travailler avec des équipes avec qui on a envie de travailler. Il faut travailler avec des collaborateurs qu'on apprécie, qu'on aime bien, exactement, qu'on est content de voir le matin. Et ça, c'est mon beau-père qui m'a dit ça une fois. Il m'a dit, qui est très fort en recrutement, il m'a dit, la première chose que tu dois faire avant de recruter quelqu'un, quand il arrive dans la pièce, quand il s'assoit en face de toi, est-ce que tu as envie de le voir tous les jours au bureau? Si t'as pas envie, il dit, même si le mec c'est un tueur à gages, perds pas ton temps, écourte et laisse-le partir. Et il a raison, et c'est une chance énorme que j'ai, c'est de travailler avec des collaborateurs que j'apprécie, avec qui on aime travailler au quotidien. Et d'ailleurs, pour finir, c'est, à mon avis, pour moi, un des plus gros problèmes de ce confinement et parfois du travail en remote qui se démocratise, c'est que je vois plus mes équipes, c'est qu'on se parle plus, il y a plus de réunions informelles. Donc la culture d'entreprise peut avoir un risque de se diluer en quelque sorte. Hein. Ça se dilue, et puis je vous dis, il y a des collaborateurs. Il y a des gens quand on les aime bien, on a envie de les voir. Voilà, on a envie de travailler avec eux, on a envie de se mettre autour de la table, de réfléchir à un projet, de réfléchir à une réunion, d'aller voir un client, C'est un sport d'équipe. Donc, si vous avez plus d'équipe, ou en tout cas si vous la voyez plus au quotidien, si vous faites pas les entraînements avec votre équipe, si vous faites pas c'est un sport d'équipe. C'est pas pareil. Alors moi j'avais une question, mais j'aimerais bien avoir mon petit jingle pour poser la question au nom de France Digital, parce que y a pas de raison. J'adore vos jingles. Vous avez un message. Je prends la casquette France Digital, puisque je suis aussi au bord de France Digital, qui est le partenaire de 40 nuances de Next. Moi, je rebondis en fait sur ce que tu disais, parce que la question que j'avais préparée, c'était celle de l'association et du partnership. Vraisemblablement, toi, tu l'as dit, finalement, t'envisagerais peut-être pas de créer une entreprise tout seul. Tu l'as dit, parce qu'on peut parfois perdre un client, on peut avoir des doutes sur des questions d'innovation, des gens qui te disent, non, j'y crois pas, et donc tu as besoin de quelqu'un qui te soutient. Donc du coup, ce qui m'intéresserait, moi, c'est de savoir, parce que là, il y a Adrien Nussenbaum aussi qui est ton associé, et tu avais déjà travaillé avec lui. Qu'est-ce que finalement tu attends, toi, de ton associé en particulier? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est technique en termes de complémentarité? Comment se crée le lien et comment est-ce que tu sais que c'est la bonne personne? Alors, c'est d'abord de la confiance. Si vous voulez, une association, c'est comme un mariage. On dit souvent, les associés, c'est difficile, c'est compliqué. Oui, mais c'est comme un mariage. Et je sais plus les stats, mais il y a 2 mariages sur 3 qui finissent par un divorce. Donc, je serais pas étonné que 2 associations sur 3 finissent par une forme de divorce. Et les divorces, c'est souvent violent. Mais donc, ce que j'attends moi de mes associés, c'est avant tout de la confiance. Premièrement, de la confiance. Et il faut qu'ils me fassent confiance. Il faut que je puisse leur faire confiance. De la résilience aussi, parce que c'est ce que je disais, une entreprise, lancer sa boîte, c'est jamais facile. Jamais. Il n'y a pas de cas où c'est facile, ça n'existe pas, c'est toujours des hauts et des bas. Les hauts, ils peuvent être très hauts et les bas très bas. Et si vous vous retrouvez tout seul, si vous n'êtes pas soutenu, si vous avez un associé qui, le premier truc, au premier problème, il se casse, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça envoie une mauvaise image aussi aux équipes, un mauvais signal. Ça vous envoie aussi des mauvais signaux à vous des mauvais signaux sur ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est un très mauvais signal. Donc c'est catastrophique. Et oui, là c'est psychologique. Après, la chance que j'ai eue avec mes associés, et la chance que j'ai avec Adrien, c'est la complémentarité. Et Adrien, c'est quelqu'un qui a énormément de qualités que je n'ai pas, qui a déjà beaucoup de qualités intrinsèques, mais en plus énormément de qualités que je n'ai pas, qui a aussi beaucoup de défauts que je n'ai pas. Donc on est, je pense, très complémentaires, et c'est aussi la force. Comment est-ce que vous répartissez les rôles aujourd'hui? Alors moi, je suis plus sur l'aspect produit, technique et un peu plus vision.
Après, la vision, elle est partagée, elle est alimentée par les échanges qu'on a ensemble. Et lui il s'occupe plus de la partie sales et marketing et surtout et en plus de la partie américaine qui est de notre filiale américaine qui est évidemment extrêmement importante pour Miracle. Donc voilà comment se répartissent les rôles. Après, on a aussi un directeur général, donc Florian Bressan, on a des équipes, un VP Engineering. Vous faites pas tout ça tous les deux, oui. Non, voilà. Non, mais c'est important. Non, mais c'est important parce que je veux dire, très tôt, il faut aussi savoir s'entourer. Et je regarde, si vous regardez les premiers collaborateurs de Miracle, aujourd'hui, la plupart sont encore là. Et la plupart sont encore là et on grandit avec l'entreprise. Et puis, c'est aussi une fierté. Voilà, c'est pas sans, on est content. Bravo pour ça. Je me posais juste une question, mais qui était sur les collaborateurs ou la culture d'entreprise que vous avez arrivé à créer, parce que vous avez votre propre passion et quand on vous connaît un peu comme moi, on sait que cette passion est sincère. Et je me demande comment est-ce que ton rôle a pu évoluer en fait, un peu d'un point de vue psychologique, compétences, parce que depuis en posture effectivement, parce que là il y a une notion de confiance, de délégation, direction générale qui arrive, etc. Comment est-ce qu'aujourd'hui est ton rôle par rapport à ce qu'il était peut-être il y a 8-9 ans quand vous avez lancé Miracle? Mon rôle en fait aujourd'hui, plus de management évidemment. On est moins sur des sujets directement opérationnels. Après, on garde un rôle j'ai envie de dire, d'ambassadeur vendeur, donc d'être l'ambassadeur de Miracle auprès des prospects, auprès des clients, auprès des équipes, lors de recrutement. C'est aussi un partage de la vision, c'est un partage de méthodes aussi. Miracle, c'est aussi des méthodes, ce sont nos méthodes qu'on a inventées il y a 8-9 ans et qui sont toujours actuelles, mais qui ont été enrichies, mises à jour. C'est une philosophie. Et nous, on est un petit peu le garant de tout ça. Quand je dis nous, c'est Adrien, moi, les premiers collaborateurs qui étaient avec nous au démarrage. 2 questions rapides pour 2 réponses rapides, parce qu'on a pas mal de choses à voir encore. Sur ce rôle de management qui est prépondérant aujourd'hui, tu disais tout à l'heure que tu étais passionné, en fait c'est pas du tout une question courte, que tu étais passionné notamment par le code. Est-ce que ça te manque pas d'avoir quand même encore les mains dans la machine, ou est-ce que finalement à un moment il faut bien accepter que pour que la boîte grandisse, on peut plus être partout? Si, ça me manque. Bien sûr que ça me manque et parfois ça me frustre aussi, ce qui fait que parfois dans certaines réunions produits, je m'énerve parce que je me dis j'aurais dû être là plus tôt, on aurait peut-être fait différemment, donc je m'en excuse, j'en profite pour m'excuser auprès de mes collaborateurs parce qu'en plus ça arrivait pas plus tard qu'hier. Et oui, bien sûr que ça manque. Après, il faut avoir la capacité à faire l'hélicoptère, c'est-à-dire être en hauteur et avoir une vision très haute, puis parfois être capable de descendre auprès des troupes et leur apporter le soutien. Mais oui, ça manque. Ça frustre et ça manque. Et mon autre question, c'était sur l'association, mais cette question est très personnelle, donc je te permettrai d'avoir un joker de buzzer si tu veux buzzer. Mais tu disais avoir monté les 3 premières boîtes avec le même associé, et donc on comprend bien que cette 4e boîte, vous ne l'avez pas réalisée ensemble. Est-ce que c'est qu'à un moment, on a envie aussi de se prouver des choses à soi-même, on a envie de vivre d'autres aventures avec d'autres personnes, à l'image d'un mariage et d'un remariage? C'est possible, il y a peut-être de ça. Après, il s'est passé que il avait une entreprise, c'est une entreprise familiale à reprendre, et donc nos chemins sont séparés à ce moment-là. Sont séparés professionnellement, parce que personnellement, on se voit régulièrement, au moins une fois par semaine. Donc c'est où justement ça nous permet aussi d'échanger sur nos sociétés à tous les deux. Et voilà. S'inspirer. Respirer. On est fort, on est créatif. On s'intéresse maintenant à ce qui t'inspire, où est-ce que tu te ressources, et je te propose de démarrer avec une question surprise. Vous avez un message. Ouais, salut Philippe, c'est le cousin d'Amérique à l'appareil. J'ai une petite question pour toi. Tu as une passion pour l'art contemporain, et notamment l'art japonais et les mangas, et j'adorerais essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que ça évoque chez toi? Allez, bis de Boston, ciao.
Donc, Alors, donc on a compris que c'était Adrien Dussembaum qui est ton associé et cofondateur donc de Miracle. La réponse n'est pas qu'une question de défiscalisation depuis que tu es une licorne. Non, non, absolument pas. Non, parce que j'ai toujours été passionné par le dessin, la créativité en général, le design et effectivement du coup l'art contemporain. Après effectivement les mangas, pourquoi probablement un rapport à l'enfance. Voilà, comme beaucoup d'entre nous de notre génération, on a été bercé de mangas. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai pas passé beaucoup de temps à l'école et pas beaucoup de temps sur les bancs de l'école, comme on dit, et donc et le peu de temps que je l'ai passé à lire des livres et notamment et aussi à lire des mangas. Donc voilà, c'est une passion qui m'est restée. Je dessinais beaucoup, je passais aussi le reste de mon temps à dessiner et voilà pourquoi l'art contemporain probablement ça fait appel à à la créativité, probablement à l'émotion, comme beaucoup de choses. Comme souvent dans l'art, c'est aussi ça a probablement un rapport à l'enfance aussi souvent. Voilà. Un artiste à nous recommander? Il y a un artiste japonais que j'adore qui s'appelle Mister, qui est un élève de Takashi Murakami, qui est aujourd'hui quelqu'un d'assez assez reconnu, mais que moi j'aime depuis longtemps. Il y a un artiste que j'adore qui s'appelle Invader aussi, qui lui n'est pas japonais, qui est un Français et qui fait ses mosaïques. Qu'on voit partout dans Paris et dans le monde entier d'ailleurs. Il y en a une et j'ai de la chance d'en avoir une juste en face de mon bureau. Il y en a plein à Marseille aussi où j'habite. Effectivement, il y a une exposition d'ailleurs à Marseille qu'il a faite dans le musée d'Oraito. Et voilà, moi c'est un artiste que je suis depuis ses débuts, donc plus de 20 ans. Et voilà, et pareil pour Murakami ou pour Mister. J'ai eu la chance de pouvoir acheter un Mister il y a, je crois que c'était en 2001. Donc c'est des vieilles histoires. Et l'art, c'est quelque chose. Souvent, ces artistes, quand on apprécie un artiste, on le voit évoluer. Quand on achète une œuvre d'art ou quand on aime une œuvre d'art, c'est aussi l'artiste qu'il y a derrière. Donc c'est sa vie, c'est son travail, c'est tout ce qui va avec. Donc de suivre tout ça pendant des décennies, c'est aussi un parcours intéressant. Voilà pourquoi ça m'intéresse, pourquoi l'art m'intéresse. Aussi parfois certains entrepreneurs sont aussi des artistes, des créatifs et j'aime bien ça. Ce parallèle. Voilà. Tu dessines plus du coup? Non, je dessine plus, je fais de la photo maintenant. C'est toujours pareil, c'est à la fois entre l'artistique et le technique et c'est toujours ça. On est dans cette capsule s'inspirer, respirer. Tu parles de la photo qui est ce que tu pratiques aujourd'hui. Tu y trouves quoi? C'est un moment de déconnexion complète ou de concentration telle qu'on occulte le reste? Exactement. C'est d'abord de la concentration, comme pour le dessin à l'époque. J'avais besoin de ça pour me concentrer. Probablement un trouble de l'attention. Aujourd'hui, la photo c'est pareil, c'est un moment où on peut déconnecter, se concentrer, et puis se concentrer sur sur quelque chose qu'on trouve beau. Et moi j'aime bien j'aime bien ce qui est les belles choses, les beaux designs, tout. Donc la photo me permet d'arrêter, de se stopper sur quelque chose qui est agréable à regarder, donc à contempler, qui est apaisant, qui est reposant, qui permet de déconnecter. C'est un peu mon yoga, moi, quoi. Et la photo, il y a un aspect technique en plus qui évidemment m'attire et qui mélange ces différences. Exactement, comme le dessin que je faisais beaucoup sur ordinateur à l'époque, de la création 3D ou après avoir dessiné évidemment avec des crayons, mais des hommes, des femmes, des bâtiments, des paysages, tout ce que tu trouves beau, tu t'arrêtes sur tout. Exactement. Et je le prends en photo. Donc parfois avec mon appareil, parfois avec mon téléphone, mais exactement. Et à Paris, on est assez bien servi sur des beaux endroits, les beaux bâtiments. On a nos bureaux. Je vois la Tour Eiffel de mon bureau. J'aime bien. Voilà. On peut retrouver tes photos quelque part? Sur les murs de certains de mes amis. Wow!
bienvenue dans notre rubrique dite La Claque. Mais parce qu'évidemment, après après tous ces moments agréables, faut qu'il y ait une claque. On est là aussi pour te bousculer. L'idée, c'est comme on dit parfois dans le jargon, c'est pas de bullshit. Objectivement, Miracle, c'est un succès, donc on peut que être positif sur à la fois la croissance du chiffre d'affaires, les montants de levée de fonds, le nombre d'emplois créés, l'impact sur l'économie. Tout ça, c'est effectivement extraordinaire. Mais c'est aussi intéressant de comprendre, malgré tout, que dans la vie d'un entrepreneur, comme c'est le cas parfois dans un grand sportif, il y a aussi des défaites avant d'arriver aux victoires. Est-ce que tu es capable, et tu es pas obligé ça peut être personnel ou professionnel, mais tu vois, de partager avec nos auditeurs un moment plus difficile que tu as pu éventuellement surmonter ou pas, en toute honnêteté? La claque de ta vie. De ma vie ou de ma vie d'entrepreneur chez Miracle? C'est vraiment au choix, mais quelque chose qui est un peu marquant éventuellement et qui non, peut... mais il faut se méfier comme je disais, un parcours d'entrepreneur, c'est des hauts et des bas, et il faut se méfier il faut se méfier à pas dramatiser des situations qui peuvent être même sur le moment des déceptions colossales. Donc je peux pas dire que il y a eu une claque à un moment plus forte qu'une autre. Il y a des déceptions quand on perd des clients, quand on a le sentiment que il y a une injustice dans un RFP, quand il y a des démissions, qu'on a des collaborateurs qui s'en vont et qu'on le regrette. Il y a des déceptions, bien sûr. Quand d'autres aussi refusent de nous rejoindre, alors qu'on pensait qu'on allait faire une bonne équipe, c'est un petit peu. Je rejoins aussi le côté un peu peut-être sportif. Donc parfois on perd, parfois on gagne. Mais faut faire attention, si vous voulez. Quand on est, il faut le titre entre guillemets, il est remis en cause à chaque compétition. Donc c'est pas comme la Coupe du Monde où c'est tous les 4 ans. Si vous voulez, nous c'est à chaque fois où notre titre il est challengé. Donc il faut rester sur nos gardes, il faut rester en permanence concentré et justement rester concentré sur nos gardes. Mais malgré tout, je te coupe. Est-ce qu'il y a quand même une claque que tu peux partager ou pas, ou est-ce que tu essaies d'éviter la question Non, mais je vous ai dit le premier deal qu'on a perdu, c'était une claque parce que je pensais qu'on le gagnait, qu'on avait tout qu'on le gagnerait, qu'on avait tout pour le gagner. On l'a perdu, c'était une claque. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme claque quand au départ quand tu as des investisseurs qui refusent d'investir alors que tu as l'impression d'avoir le plus beau projet du monde, c'est une claque. Nous, au début, il y a Elaya qui nous a fait confiance, qui est le premier à nous avoir fait confiance. Voilà, donc je veux dire, j'ai envie de dire, des claques, c'est pas que je veux pas en donner précisément, c'est qu'il y en a tout le temps et parfois des très fortes. Et globalement, je vous dis, ceux qui vous donnent des claques, c'est des prospects, des clients, des collaborateurs qui s'en vont, des équipes qui vous font pas confiance. Voilà, c'est ça les claques. Mais il faut l'accepter, c'est partie du jeu, quoi. C'est très bonne philosophie, j'adhère. Le jeu suivant, Philippe, si tu l'acceptes, c'est la carte blanche. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Les 3 prochaines minutes sont complètement tiennes, Philippe Corot. Pour aborder le sujet de ton choix, je parle volontairement lentement pour te laisser le temps de mouliner très rapidement un sujet que tu as envie de porter, qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, qui est lié à la boîte ou pas du tout, qui est lié à l'entrepreneuriat ou pas du tout. Ça peut être moins de 3 minutes, mais c'est juste un petit moment où tu peux décider de mettre un coup de projecteur sur un projet ou quelque chose auquel tu penses, ou une personne, ou un moment important dans la société, ou quoi que ce soit. Là, comme ça, vous me prenez un peu au dépourvu. Honnêtement, je l'ai pas réfléchi. J'aurais envie de vous dire, j'ai envie de mettre un coup de projecteur sur Miracle et ses équipes et ses collaborateurs, mais c'est ce qu'on vient de faire depuis 1 heure, donc je vais pas le faire. Sur mon associé aussi, peut-être, j'aurais voulu pouvoir lui mettre mettre un coup de projecteur, lui donner un coup de projecteur. Non, parce que c'est évidemment là, ça fait on parle de moi depuis 1h15, mais c'est évidemment exactement, c'est évidemment un duo et je pense que c'est très important de le rappeler. Voilà, après. On peut se parler de la crise. On vit un moment qui est compliqué. On vit un moment qui va être encore plus compliqué. Si je devais dire quelque chose, c'est je demanderais si je pouvais prendre la parole publiquement. Je dirais aux Français soyez vigilants. Il va se passer des choses dans les mois qui viennent. Il y a une élection présidentielle qui arrive.
soyez très vigilants. On a quand même la chance en France d'avoir eu ces dernières années pré-crise de la croissance, pas mal de choses qui fonctionnaient bien. Bon, il y a eu évidemment des situations plus difficiles, mais il y a eu des volontés de réforme aussi qui étaient quand même qui allaient dans le bon sens, même si c'est souvent des réformes difficiles. Donc moi je veux pas faire de politique et je parle pas du tout politique, donc je dirais juste il faut être très vigilant à ce qui va se passer et comme j'ai dit, souvent les crises comme celle qu'on traverse ou que nous allons peut-être traverser ont tendance à favoriser les frictions, les violences, enfin que des choses où on vit mieux sans. Donc voilà, si je vais juste dire un truc là comme ça, hein, c'est vraiment improvisation complète. Vigilance. Soyez vigilants. Une recherche de l'équilibre plutôt que exactement les bas instincts, exactement. Le populisme et les extrêmes. Exactement. Et ben sans transition. Sur ces quelques notes d'Aretha Franklin qui nous redonnent le sourire. C'est la dernière rubrique de ton podcast, Philippe, c'est la rubrique Sista. Il s'agit là aussi de mettre un coup de projecteur, mais en toute bienveillance, bien entendu, un petit peu d'attirer l'attention sur un projet féminin, un ou une entrepreneur féminin. D'accord. De ton choix. D'accord. Alors là aussi, je ai pris au dépourvu, mais entrepreneur... si je vois autour de moi, par exemple, il y a une entrepreneuse qui s'appelle Karine Schrenzel. Je pense que c'est intéressant de lui mettre un coup de projecteur. Alors c'est un très bon choix. D'accord, merci. C'est exactement le même choix que celui de Jacques-Antoine Granjon de VP. Donc Karine, on l'a déjà eu très rapidement au micro, mais on va bientôt lui proposer de réintervenir plus longuement. D'accord. Du coup, je te propose pas un second choix, mais un autre choix supplémentaire. Un autre premier choix. Enfin, il y a parlant d'entrepreneur, je peux parler de. C'est difficile de faire un choix. Là, je parlais de Karine parce que j'ai vu son parcours depuis plusieurs années, que c'est en plus, elle est brillante, en plus, elle a fait le bon choix de Miracle. Enfin, ils ont repris Rue du Commerce qui était un client Miracle et ça nous a permis aussi d'accélérer le projet chez Rue du Commerce. Donc, voilà, je prêche aussi, pour ma paroisse là-dessus. Après, on peut parler de Tatiana Jama, qui est aussi une entrepreneuse brillante, Céline Lazorte, que vous connaissez, qui porte d'ailleurs elle-même ce mouvement Sista et qui mettent en avant ces valeurs fortes de Sista. Toutes les deux nous ont beaucoup inspiré effectivement pour créer cette rubrique Sista. Voilà, bon tu vois, alors je sais pas, alors vous allez me demander encore quelque chose. Non, très bien. Bon. Et d'ailleurs, je crois que son projet s'appelle Résilience Care. C'est un terme que j'aime bien, le terme de résilience, qui a des côtés positifs, des côtés négatifs, mais c'est un mot intéressant. Si on doit poser une question à Céline de ta part, on lui demande quoi? On te laisse la lui poser et on fera ton porte-parole avec Solène, notre associée. Eh bien, par exemple, le choix du nom de sa nouvelle aventure entrepreneuriale, ça m'intéresse. Donc Solène Etienne ira lui poser, puisque c'est notre associé aussi, et on dédie un podcast spécial à cette entrepreneuse Sista, comme on le fait à chaque fois qu'on reçoit un entrepreneur aussi brillant que toi du Next 40. Et c'est le moment de te remercier, puisque c'est la fin de ton émission. Merci Philippe. Merci à vous. Juste un petit mot, j'en profite aussi quand même parce que on a beaucoup parlé de marketplace, mais il faut pas oublier qu'Olivier est quand même un pionnier de la marketplace en France, donc j'en profite aussi pour le remercier parce qu'on a eu aussi beaucoup d'échanges. C'est gentil, merci. Au cours des années. Donc, il a mis les premiers coups de pioche. Voilà. Et donc effectivement. Écoute, merci. En tout cas, beaucoup de respect pour votre réussite. Merci beaucoup. C'est aussi l'un des pionniers du podcast 40 nuances, maintenant Next 40. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à tous les deux aussi. Et merci à vous tous de nous suivre. Je ne peux que vous recommander de partager cet épisode consacré à Philippe Corot, à nous mettre les fameuses 5 étoiles sur vos plateformes préférées pour, vous l'avez compris, jouer les algorithmes.
40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.